Je m'appelle Antoine Moreau. J'ai 41 ans, je suis développeur logiciel et j'habite à Annecy. Je ne suis pas du genre flamboyant. Je travaille surtout de chez moi, je bois mon café noir, je répare ce que je peux dans la maison et j'embrasse ma femme sur le front tous les matins. Nous sommes mariés depuis presque 12 ans. Sophie, ma femme, est consultante en bien-être, certification de yoga, programme de fitness en entreprise, ce genre de choses. Elle a toujours eu ce don pour mettre les gens à l'aise. Voix chaleureuse, démarche assurée. On lui fait confiance naturellement. Moi, j'écris du code. Je ne suis pas du type aventureux, mais je sais ce que j'aime, une logique claire, le temps frais et les trains. C'est peut-être pour ça que j'ai pensé au voyage dans les Alpes. J'avais vu une courte vidéo sur des circuits ferroviaires de luxe, grandes baies vitrées, repas gastronomiques, ces wagons en bois vernis avec des fauteuils moelleux et des plaids doux. Le genre de choses que Sophie pourrait adorer, je me suis dit. Après une année de nuits courtes et de deadlines stressantes pour nous deux, il était temps de déconnecter, rien que nous deux, dans un endroit calme. Je cherchais des idées pour notre 12e anniversaire quand tout a commencé. C'était un jeudi après-midi. Le soleil dessinait de longues ombres sur mon bureau et je parcourais les photos du site d'un centre thermal, les Thermes de Chamonix, niché près de Chamonix-Mont-Blanc. La page proposait un diaporama qui défilait tout seul, bougies, salle de massage, smoothie aux fruits frais au bord de piscines extérieures avec les sommets enneigés en arrière-plan. Et là, au milieu, une photo publicitaire. Un couple près d'une source thermale, en train de rire. La femme avait passé les bras autour des épaules de l'homme, la tête légèrement penchée comme si elle lui murmurait un secret. Ses mains à lui posaient fermement sur sa taille. Elle portait le manteau polaire jaune quechua de Sophie, celui qu'elle met pour les randonnées, et l'homme, c'était Julien. Je n'avais vu Julien qu'une seule fois, 2 mois plus tôt, quand Sophie était partie à un sommet bien-être et fitness, à Lyon. Elle avait cité quelques noms, surtout des femmes, mais aussi Julien quand je lui avais demandé le programme. Juste un consultant en gestion d'entreprise, elle avait dit. Il aide les salles de sport à se développer. Il a fait une conférence sur les tunnels de vente ou un truc comme ça. Je n'avais pas insisté. Je ne suis pas du genre à fouiner. Mais en voyant cette photo, quelque chose s'est tordu en moi. Ce n'était pas seulement que Sophie enlace un homme. C'était la façon dont elle l'enlaçait, comme si elle avait oublié que le monde regardait. J'ai fait défiler le diaporama en arrière. Il changeait toutes les 7 secondes. Même couple, différents angles. Une photo les montrait à une table extérieure illuminée par des guirlandes lumineuses, penchés l'un vers l'autre comme s'ils partageaient une blague privée. Une autre les montrait enveloppés dans des peignoirs, sur un balcon avec 2 verres de vin posés sur la rambarde. J'ai pris une capture d'écran. Puis 5 autres. Je les ai regardés si longtemps que mon café a refroidi. Mon cerveau tournait à plein régime pour rationaliser. Peut-être que ce n'était pas elle. Peut-être l'éclairage était trompeur. Peut-être que l'homme ressemblait juste à Julien. Mais le manteau? Les rides au coin des yeux quand elle rit? La façon dont elle touche ses cheveux quand elle est nerveuse ou excitée? Non, c'était elle. J'ai zoomé. La petite tache de naissance près de la clavicule a tout scellé. Je me suis calé dans mon fauteuil et j'ai senti un poids sans nom s'abattre sur ma poitrine. On s'était disputé, bien sûr. Le stress de l'argent. Les nuits blanches avec Lucas, notre fils, quand il était petit. Mais rien qu'on ne pouvait résoudre autour d'un dîner ou d'une longue promenade. On avait traversé les moments durs, non? Alors pourquoi serrait-elle cet homme comme ça? Je n'ai rien dit ce soir-là. Je n'ai pas pu. Sophie est rentrée joyeuse, tapis de yoga sur l'épaule, parlant d'un nouveau client qui voulait organiser un séminaire d'entreprise à l'automne. J'ai hoché la tête, écouté, préparé le dîner. Poulet sauté aux légumes. Elle a dit que c'était délicieux. Je n'ai presque rien goûté. Je voulais lui demander, tu sais à quel point je t'aime. Je voulais lui arracher la vérité, mais je n'arrivais même pas à formuler la question. Mes mains semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, je suis resté éveillé pendant qu'elle dormait à côté de moi. J'entendais le rythme régulier et doux de sa respiration, et j'ai fixé le plafond jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Je repassais en boucle les dernières semaines. Le congrès à Lyon. Son retour avec un jour de retard à cause d'une réservation de dernière minute au spa. Son humeur soudainement plus légère après ce voyage. Et la façon dont elle avait cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Comme si elle me voyait,
mais ne me voyait plus vraiment. Je pensais à Lucas, notre fils de 10 ans. Ses tours en Lego. Le robot en papier qu'il avait fabriqué le week-end dernier. La façon dont il croit encore que les adultes disent toujours la vérité. La poitrine me serrait à l'idée qu'il soit entraîné dans l'orage qui se préparait. Le lendemain matin, j'ai fait comme si de rien n'était. Crêpes, dépôt à l'école, baiser sur la joue de Sophie. Elle a souri comme si tout était normal. Et peut-être que pour elle, tout l'était. Mais je ne pouvais plus effacer ce que j'avais vu. Je suis retourné dans mon bureau, j'ai fermé la porte et rouvert mon ordinateur. J'avais besoin de réponses. De preuves. Pas seulement de sentiments. Parce que l'homme sur la photo n'était pas un consultant. Et ma femme n'était pas en voyage professionnel. Elle était en escapade amoureuse. Et je commençais à comprendre à quel point elle s'était déjà éloignée de moi. Quand j'étais à l'université, j'ai rencontré une femme qui s'appelait Léa et qui démontait un ordinateur plus vite que la plupart des gens n'ouvrent une enveloppe. Elle n'était pas ostentatoire ou discrète, jean et t-shirt, jamais absente en cours. On avait quelques modules de programmation ensemble. Je me souviens qu'une fois elle avait décrypté un examen d'entraînement juste par ennui. Elle bossait ensuite dans la criminalistique numérique. Je ne lui avais plus parlé depuis des années. Mais ce matin-là, assis à mon bureau avec un creux à l'estomac, je l'ai retrouvée sur LinkedIn. Sa photo de profil n'avait presque pas changé. Même expression sérieuse, même lunettes sombres. Elle vivait maintenant à Grenoble et travaillait pour une société de cybersécurité spécialisée dans les audits internes et les investigations numériques. Je lui ai envoyé un message bref, juste assez pour lui faire comprendre que j'avais besoin d'aide, et vite. Affaire personnelle. Tu aurais 1 heure? Elle a répondu en 10 minutes. On s'est vu le lendemain dans un café à mi-chemin. J'ai commandé un café noir et des œufs. Elle n'a pas touché au menu. Elle a juste ouvert son ordinateur, remonté ses lunettes sur son nez et s'est mise au travail. Raconte depuis le début, elle a dit, doigt près sur le clavier. Je lui ai tout raconté. Le centre thermal, la photo, Julien. L'histoire de Sophie sur le sommet bien-être. Sa façon étrange de flotter dans la maison ces derniers temps, comme une ombre maquillée. Léa hochait la tête, posait quelques questions, puis a dit, si tu veux la vérité, je peux la trouver. Mais il faut que tu me laisses creuser. Je lui ai donné l'accès au Wi-Fi de la maison, à l'ancien ordinateur portable de Sophie et au log du routeur que j'avais gardé depuis le dernier changement de firmware au printemps. Léa m'a prévenu que ça pouvait ressembler à de l'espionnage et ça y ressemblait mais j'ai donné mon feu vert. 3 jours plus tard, elle m'a envoyé un SMS, viens chez moi. Apporte de quoi prendre des notes. Son appartement était petit, encombré d'écrans et de disques durs. Ça sentait légèrement le pain grillé brûlé et la soudure. Elle avait un tableau en liège avec des ficelles tendues entre des impressions, comme dans une série policière, et un tableau blanc rempli d'horodatage et de pseudo. Elle n'a pas perdu de temps. Elle contacte Julien presque tous les jours depuis début mars, elle a dit en pointant une liste imprimée d'appels issus d'une application VoIP jetable que je n'avais jamais vue sur le téléphone de Sophie. Numéros différents, mais tous reliés au même domaine racine. Masquage de localisation. Ça n'apparaît que si on cherche vraiment. J'ai parcouru la feuille. Appel pendant les heures de travail. Pause déjeuner. Même quelques-uns le soir après que je m'étais couché. Et il y a ça, elle a ajouté en tapant sur son clavier. Une fenêtre s'est ouverte montrant le compte Gmail de Sophie, pas celui que je connaissais, mais un second, lié à un ancien surnom d'université qu'elle n'utilisait plus depuis des années. Surtout de la séduction. Rien d'explicite, mais le ton y est. Petit nom. Longue chaîne d'émojis. Référence au séjour thermal. Elle lui a envoyé une playlist intitulée « Roche et vapeur » avec des notes sur les morceaux qui lui rappelaient ce moment sur le balcon. Je ne sais pas combien de temps je suis resté planté là. Ce n'étaient pas les mots. C'était qu'il faisait d'elle quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un d'imprudent. Quelqu'un de malhonnête. Léa a vu mon visage et a hésité. Ça va? J'ai hoché lentement la tête. Quoi d'autre? Elle s'est adossée et a croisé les bras. Une dernière chose. C'est à propos de l'argent. Sophie et moi avions un compte joint pour tout aux factures, courses, vacances. Je le surveillais de près, mais Sophie gérait le quotidien. Elle était plus douée pour se souvenir des échéances.
Léa a affiché une feuille de calcul. Elle transfère doucement de l'argent sur un compte épargne à son nom de jeune fille. Petit montant, 20 € par-ci, 40 par-là. Rien qui attire l'attention si on ne regarde pas chaque semaine. Mais ça s'additionne. J'ai vérifié les numéros de routage. C'est une banque en ligne qui n'envoie pas de relevé papier. Alerte configurée sur son Gmail caché. Combien? Un peu moins de 12 000 €. Je me suis assis. Brutalement. Léa a tapoté la table avec son stylo. Ça dure depuis 8 mois. Les premiers mois étaient probablement des tests. Pour voir si je remarquerais. Mais non. J'étais trop occupé à déboguer du code, à planifier un voyage d'anniversaire et à vérifier si Lucas n'avait pas grandi trop vite pour ses baskets. J'ai frotté mes yeux. Tu peux tout imprimer? Tout. Tu veux un dossier ou une clé USB? Les deux. Elle m'a remis un classeur et une clé USB 1 heure plus tard. Je l'ai remerciée, serré dans mes bras et je suis parti. En rentrant, j'ai gardé une main sur le volant et l'autre sur le classeur côté passager. Il pesait plus qu'il n'aurait dû, comme s'il contenait plus que du papier ou comme s'il contenait la vérité que j'avais passé des années à croire inutile de vérifier. Je n'ai pas relu les mails ce soir-là. J'ai bordé Lucas, lu un chapitre de son livre d'aventure spatiale et lui ai dit que je le verrais demain matin. Sophie dormait déjà. Ou faisait semblant. Je me suis assis au bord du lit et j'ai regardé son visage dans la pénombre. Il fut un temps où elle se réveillait si je bougeais dans le lit. Où elle me cherchait dans son sommeil. Ça avait changé. Je ne pouvais pas me défaire de l'impression de vivre avec une étrangère qui utilisait encore mon nom, cuisinait dans ma cuisine et embrassait notre fils comme si rien n'avait changé. Je n'ai jamais été très doué pour les confrontations. Je ne suis pas le genre à hausser le ton ou claquer les portes. On m'a élevé en me disant qu'on règle les choses avec des mots calmes, la tête froide et une bonne nuit de sommeil. Mais quand on réalise que la personne en qui on avait le plus confiance construisait une nouvelle vie dans l'ombre ou une vie qui détourne de l'argent de vos comptes et réécrit votre mariage en souvenir, on arrête de penser comme un mari. On commence à penser comme un père. Comme un homme qui doit protéger ce qui compte. Alors j'ai appelé maître Vincent Laurent. Vincent et moi nous étions croisés il y a des années quand il était venu consulter sur un contrat de sécurité informatique pour un cabinet d'avocats. Il sortait du lot au costume impeccable, regard franc, poignée de main sincère. On était restés vaguement en contact. Quand je l'ai appelé et lui ai dit que j'avais besoin d'aide, il n'a pas demandé de détails au téléphone. Il m'a juste dit de passer le lendemain matin. Son cabinet était au 8e étage d'un immeuble en pierre du centre de Grenoble, propre et calme. Une secrétaire m'a proposé un café. Vincent m'a fait entrer, m'a indiqué un siège et a dit « Raconte-moi tout ». Je l'ai fait. Depuis le premier soupçon sur le site du centre thermal, les mails, le second compte Gmail, l'argent caché, et la façon dont Sophie semblait se détacher de la maison comme si elle faisait déjà ses valises intérieurement. Vincent écoutait attentivement, prenant des notes. Il ne m'a pas interrompu. Quand j'ai fini, il a posé son stylo et a dit quelque chose qui m'a marqué. Tu ne réagis pas de façon excessive. Ce n'est pas juste une trahison personnelle, c'est une mise en scène. Je me suis calé dans mon fauteuil. Tu penses qu'elle prépare quelque chose? Je pense qu'elle l'a déjà fait, il a répondu en joignant les doigts. Elle détourne de l'argent, utilise une identité séparée, te tient dans l'ignorance. Ce n'est pas seulement pour un autre homme. C'est une préparation. Ce qui veut dire qu'il faut que tu commences à te protéger dès aujourd'hui. Il a exposé un plan. On déposerait la demande de divorce discrètement en pas d'annonce, pas de drame. Il avancerait vite pour demander au tribunal le gel des comptes joints et la protection des intérêts de Lucas. On rédigerait un accord temporaire de garde et on demanderait un expert comptable judiciaire pour tracer les fonds détournés. Mais Vincent a ajouté autre chose. Il nous faut des preuves. Des preuves solides. Si ça tourne mal, oui, ça pourrait, il faudra plus que des mails et des relevés bancaires. C'est là qu'il a suggéré le matériel de surveillance. Je n'étais pas fier de poser des caméras chez moi. Ça faisait intrusion, comme si je franchissais une ligne que je n'avais jamais imaginé approcher. Mais je ne cherchais pas à la surprendre dans un moment intime, je voulais juste savoir si on était déjà en train de me faire passer pour le méchant dans une histoire qu'elle écrivait dans mon dos. Vincent m'a donné une liste de petits appareils simples. 2 mini-caméras qu'on peut poser en évidence mais faire passer pour des objets connectés domotiques. Une dans le salon. Une dans la cuisine.
Un petit enregistreur vocal caché dans une grille d'aération près de l'entrée. Tout synchronisé sur un compte cloud privé, protégé par mot de passe et hors du Wi-Fi domestique. Il connaissait quelqu'un capable de les installer discrètement. On a tout posé en un après-midi pendant que Sophie animait un week-end yoga à Megève. Lucas était chez ma sœur, en train de faire un projet artistique avec ses cousins. Ce soir-là, je me suis installé dans mon bureau et j'ai regardé le flux sur ma tablette. Ça faisait bizarre, comme si j'attendais que quelque chose tourne mal. Mais après ce que Léa m'avait montré, j'avais besoin de vérité ou une vérité qui tienne devant un tribunal, pas seulement dans une discussion. Ça n'a pas tardé. 3 soirs plus tard, Sophie est rentrée plus tard que d'habitude. Son manteau sentait légèrement le parfum et l'air extérieur. Elle a posé son sac dans l'entrée, s'est fait une tisane et a appelé quelqu'un en haut-parleur. « Julien », elle a dit doucement. Sa voix à lui était étouffée, mais audible. Ils ont parlé presque 20 minutes. Le sujet n'était pas romantique. Il était stratégique. Sophie a parlé de « problème de stabilité ». Elle a dit qu'elle était « inquiète des humeurs d'Antoine ». Elle a employé des mots comme distant, détaché, absent. Julien a renchéri, ajoutant que j'avais paru émotionnellement ailleurs quand il m'avait croisé à un événement local. Ça n'était jamais arrivé. Pure invention. Puis la phrase qui m'a fait serrer les poings. Il faut juste bien cadrer l'histoire, a dit Sophie. Comme s'il luttait. Que je suis resté pour Lucas, mais que je n'en pouvais plus du stress. Ce n'était pas juste une réécriture. C'était une mise en scène. Un scénario. Il préparait à renverser la table avant que je puisse bouger. J'ai sauvegardé l'enregistrement. Les nuits suivantes ont apporté davantage. Conversation sur le calendrier juridique, conseil une amie en droit de la famille, et inquiétude pour paraître clean. Sophie parlait parfois en code appelé le compte, plan B. Elle a plaisanté une fois que Lucas serait mieux avec quelqu'un d'équilibré. Chaque fichier sauvegardé me retournait l'estomac. Mais je gardais la tête basse, faisais comme si tout était normal. Je préparais les goûters de Lucas, l'aidais pour ses devoirs de sciences, le conduisais au judo. Je faisais tourner la maison pendant que les fondations se fissuraient dessous. Quand Vincent et moi nous sommes revus, je lui ai remis la clé USB. Il a écouté 10 minutes d'audio, puis a fermé l'ordinateur et a dit « ça change tout. On dépose les papiers demain. Tu n'entres pas là-dedans à l'aveugle. » Et c'est ce qu'on a fait. Ce soir-là, après le coucher de Lucas, je me suis assis seul dans la cuisine, regardant mon reflet dans la fenêtre noire au-dessus de l'évier. Ce n'était plus une question de trahison. C'était une question de défense. De stratégie. De paternité. Sophie avait fait ses plans. Il était temps que je fasse les miens. Le matin où Sophie a reçu les papiers du divorce reste gravé. Vincent avait organisé une remise discrète mais officielle. Elle animait sa séance habituelle de 11 heures, flow et feu, dans son studio de yoga. Je l'imaginais guider les élèves dans les postures du guerrier, voix douce et calme, pendant qu'un huissier avec une enveloppe craft attendait juste devant la porte, prêt à tout changer. À midi, elle savait. D'abord, rien. Pas de message, pas d'appel manqué, pas de vocaux furieux. Juste le silence. Ce silence était un nuage d'orage à l'horizon. Vers 17 heures, j'étais au centre socio-culturel, en train d'animer mon atelier tech. C'était quelque chose que j'avais lancé il y a quelques années pour les enfants et ados qui voulaient apprendre à coder, réparer du matériel et les bases du web. On se retrouvait tous les mardis et jeudis. Rien de sophistiqué, un vieux vidéoprojecteur, un tableau blanc et une salle pleine d'ordinateurs d'occasion et de jeunes curieux. Ce soir-là, on bossait sur un petit projet JavaScript. Lucas était là aussi, installé dans un coin, en train de coder un lanceur de dés numériques pour un jeu qu'il inventait avec ses copains. La porte s'est ouverte si violemment que la charnière a vibré. Sophie est entrée. Elle ressemblait à un orage. Cheveux attachés en chignon défait, joues rouges, manteau à moitié boutonné. Elle a traversé les rangées d'élèves comme s'il n'existait pas, Antoine, elle a lancé, fort et sec. Toutes les têtes se sont tournées. Je me suis levé lentement de ma chaise pliante, mains ouvertes, essayant de calmer la situation avant qu'elle n'explose. Sophie, j'ai dit à voix basse. On sort pour parler. Elle n'a pas attendu. La gifle est arrivée vite nette sur la joue gauche, résonnant dans la petite salle. Un hoquet collectif a parcouru la pièce.
Un des plus grands ados a même fait un pas en avant, prêt à intervenir. J'ai secoué légèrement la tête et levé la main. Sophie, j'ai répété, plus bas. On ne fait pas ça ici. Elle respirait fort. Ses mains tremblaient, de colère ou d'adrénaline. Peut-être les deux. Tu m'as prise en traître, elle a dit, les yeux passant de moi au visage médusé autour. Tu crois que c'est justice? Me faire signifier comme une criminelle? Me faire passer pour la méchante? Je ne t'ai pas fait passer pour quoi que ce soit, j'ai répondu. Tu t'en es chargée toute seule. Ça l'a fait basculer. Elle s'est tournée vers les enfants et a parlé vite, la voix plus aiguë. Ne l'écoutez pas. Il n'est pas le gentil mentor qu'il prétend. Il est manipulateur, froid, toxique émotionnellement. Il déforme tout. Personne n'a parlé. Les élèves ne savaient pas quoi faire, et Lucas, mon fils, est juste resté assis, calme. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas couru. Il l'a juste regardé avec une tristesse lourde dans les yeux qui m'a fait plus mal que la gifle. Maman, il a dit doucement, s'il te plaît, va-t'en. Sophie s'est figée. J'ai vu quelque chose changer dans son expression. Peut-être qu'elle pensait que Lucas prendrait sa défense. Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à le voir là. Mais ce moment, la sincérité tranquille de sa voix l'a stoppé net. Elle a regardé autour d'elle comme si elle découvrait la pièce pour la première fois. Puis elle a fait demi-tour et est sortie en trombe sans un mot de plus. La porte a claqué derrière elle. Pendant un instant, personne n'a bougé. J'ai frotté ma joue et expiré lentement. Un des élèves, un lycéen qui s'appelle Samy, a demandé doucement, Monsieur M, on continue nos projets? J'ai hoché la tête. Oui. On continue. Je les ai laissés travailler encore 15 minutes, puis j'ai écourté la séance. Je les ai remerciés d'être restés calmes, leur ai rappelé que les problèmes personnels débordent parfois, et que j'appréciais leur respect. Lucas et moi avons rangé en silence. Plus tard dans la soirée, j'ai appris que quelqu'un avait filmé toute la scène avec son téléphone. C'était déjà en ligne sur une page locale avant qu'on rentre. Ça n'a pas tardé à se répandre. La légende disait, propriétaire de studio de yoga débarque en atelier informatique et gifle l'animateur. Le lendemain matin, ça avait été partagé plus de 200 fois. Des parents qui me connaissaient via l'école ou le centre socio-culturel ont commenté. C'est Monsieur Moreau. Il apprend le code à nos enfants. Pourquoi entrer dans une salle de cours et faire ça? Qu'est devenue la discussion entre adultes? Sophie a répondu en ligne, bien sûr. Un long post sur le fait que j'avais été distant et contrôlant, qu'elle s'était sentie piégée, que mon comportement froid l'avait poussée à bout. Elle parlait de se sentir en insécurité émotionnelle et de la façon dont je la manipulais par le silence. Mais rien n'a pris comme elle l'espérait. Parce que la vidéo ne montrait pas un homme manipulateur. Elle montrait un homme immobile, main le long du corps, demandant calmement de sortir pour parler. Elle montrait Sophie hausser la voix et la main devant des élèves et son propre fils. La communauté a vu ce qu'elle a vu. Mais ce n'était pas seulement la vidéo qui comptait. C'était Lucas. Ce soir-là, sur la terrasse avec des chocolats chauds, il s'est appuyé contre moi et a dit, « Papa, je suis content que tu n'aies pas crié en retour. » Je l'ai regardé. « Ça va, mon grand ?» Il a hoché la tête. « C'est toi qui me dis de ne pas frapper quand je suis en colère. Tu as suivi ta propre règle. » Ça m'a marqué plus que tout le reste. Ce n'était plus seulement tenir bon. C'était être quelqu'un dont Lucas puisse être fier, même quand tout s'écroulait autour. Sophie avait eu son éclat. Mais moi j'avais quelque chose de plus fort, des preuves, de la patience, et un fils qui croyait encore qu'on pouvait faire les choses bien. Les choses se sont calmées un moment après l'incident à l'atelier. L'opinion publique avait basculé, la vidéo avait fait son effet, et Sophie n'avait plus approché ni moi ni Lucas depuis cette soirée. Les démarches administratives avançaient, Vincent gérait chaque formulaire. Lucas avait repris un rythme, et je commençais à croire que le pire était derrière nous. Mais j'avais oublié une chose importante. Les gens désespérés prennent des décisions imprudentes. Et l'homme impliqué avec ma femme? Julien n'était pas connu pour accepter la défaite. Ça a commencé par un détail. Un SUV noir garé 2 jours de suite dans la rue devant mon espace de coworking. Rien de grave. C'est un parking partagé, les gens vont et viennent.
Mais il restait juste assez longtemps chaque matin pour que je le remarque. Même autocollant fané sur le pare-choc. Même bosse sur l'aile arrière. Je l'ai signalé au gestionnaire de l'immeuble, mais on a mis ça sur le compte du hasard. Puis les appels tardifs ont commencé. Numéro masqué. Je ne décroche pas, mais un message a été laissé. Il était court. Fais gaffe à toi, Moreau. Je l'ai écouté 2 fois. 3 fois. Puis je l'ai envoyé à Vincent et Léa. Elle n'a pas traîné. Donne-moi 2 heures, elle a dit. Léa avait un contact dans la surveillance privée ou des gens qui pouvaient accéder aux caméras municipales, flux de circulation et certains réseaux de sécurité tiers. Avec un peu de code et de persévérance, elle a isolé une caméra devant une salle de sport à Chambéry. C'est là qu'elle a vu Julien. En train de parler avec un type en bonnet noir, oreilles en chou-fleur et boitement marqué. Ils ont discuté près d'un quai de chargement pendant 20 minutes. Léa a nettoyé la vidéo et amélioré l'audio avec un filtre IA. Le micro qu'elle avait placé dans la voiture de Julien des semaines plus tôt quand je lui avais donné le feu vert a capté le reste. Il ne parlait pas réconciliation ni matériel de gym. Il parlait de moi. Fais comme un vol avec violence, disait Julien. Juste le secouer un peu. Lui faire peur. Faut qu'il arrête de jouer le gentil. L'autre homme, qui s'appelait Ronan, a grogné. Il a une protection? Pas que je sache, a répondu Julien. Il bosse dans un petit espace près du quartier Saint-Bruno. Calme. Pas de caméra dans l'impasse côté. J'ai eu la nausée en entendant ça. Parce qu'il avait raison. L'espace de coworking que j'utilisais était coincé entre un bar à jus et une entreprise de paysagisme. L'impasse derrière était où je me garais d'habitude au plus près de l'entrée arrière, et j'aimais éviter le hall principal. C'était une habitude. Pratique. Prévisible. Trop prévisible. Vincent voulait impliquer la police immédiatement. Mais Léa a prôné la prudence. Ils n'ont encore rien fait, elle a dit. Si on fait trop de bruit trop tôt, on perd l'avantage. J'ai détesté cette logique. Mais je l'ai comprise. On a plutôt tendu notre propre piège. Je n'ai rien changé à mon emploi du temps. Continuer à me garer dans la même impasse. Mais j'ai arrêté les écouteurs. J'ai pris une caméra de secours dans mon sac. Et surtout, je suis resté vigilant. Léa a installé une surveillance à détection de mouvement à l'entrée de l'impasse. Tout mouvement à moins de 10 mètres de ma voiture déclenchait une alerte sur mon téléphone. Rien ne semblait réel jusqu'au soir où c'est arrivé. C'était un jeudi. Je suis sorti du bâtiment un peu après 21 heures. Lucas passait la nuit chez ma sœur. Je venais de terminer une refonte de site pour une association locale et je marchais vers ma voiture sous un réverbère clignotant quand je l'ai senti. Ce frisson. Celui qui remonte le long de la colonne quand quelque chose cloche. Je me suis retourné, et il était là. Ronan. Bonnet, sweat gris, poing déjà serré. Il n'a pas parlé. Il a foncé. J'ai esquivé sur la gauche, évitant de justesse un coup visant les côtes, et j'ai glissé mon sac entre nous. Il a trébuché mais s'est repris vite. Je n'ai jamais prétendu être bagarreur. Je suis codeur, père, le genre de mec qui répare son lave-vaisselle. Mais il y a 3 ans, j'ai animé un programme jeunesse qui proposait des cours d'autodéfense pour ados en difficulté. On avait fait venir des instructeurs anciens militaires, pros d'arts martiaux qui nous avaient enseigné les bases pour la sécurité et pour mieux accompagner les jeunes. Apparemment, ça m'était resté. Je me souvenais d'une chose qu'il répétait, contrôle les hanches, tu contrôles la menace. Ronan a replongé. J'ai pivoté, baissé, attrapé son flanc et tourné. On a percuté la benne à ordures. Il a grogné, j'ai enfoncé mon genou dans sa jambe pas assez pour casser, mais assez pour le déséquilibrer. Il a lancé un coup sauvage qui m'a éraflé l'oreille, mais j'ai bloqué son bras et abaissé mon poids. On a touché le sol, mais je suis tombé dessus. Arrête, j'ai crié. Tu t'arrêtes maintenant. Il a craché par terre, les yeux pleins de rage. Tu crois que ça change quelque chose? Il veut ta tête en première page. Ça m'a tout dit. Je me suis écarté lentement, sans le quitter des yeux. Il a boité jusqu'au bout de l'impasse et a disparu. Mes mains tremblaient, mais j'étais encore debout. La police est arrivée en 20 minutes. Je leur ai donné la vidéo, l'audio, le nom complet que Léa avait trouvé.
L'implication de Julien n'était plus une supposition, elle était criminelle. Et pendant que je faisais ma déposition à l'arrière de la voiture de patrouille, je ne pensais qu'à Lucas. Pas seulement le protéger mais lui apprendre quelque chose aussi. Que quand le danger frappe, on ne se cache pas. On ne panique pas. On se prépare. Et on tient bon de toutes ses forces. Les tribunaux ne sentent pas la justice. Ils sentent le vieux moquette et le vernis trop appliqué. Ce matin-là, l'air était chargé du murmure nerveux des conversations, du froissement des papiers et de tous occasionnels. Je me tenais devant la salle d'audience de la famille, un classeur Kraft bourré de tout ce que Vincent avait rassemblé. À côté de moi, il semblait calme, costume impeccable, rasé de près, pas une goutte de sueur. Moi, je ne l'étais pas. L'audience de garde n'était pas juste une étape légale, c'était un moment décisif. Ce n'était pas une question de bien ou de compte. C'était une question de mon fils. De qui allait façonner son monde, protéger sa paix et être le parent vers qui il se tournerait chaque jour. Sophie est arrivée avec son avocat, un type lisse en costume bleu marine nommé Maître Quentin Roussel. Il avait cette voix qui fait paraître tout répété, comme s'il narrait une pub pour sa propre assurance. Sophie était différente, aux cheveux tirés en arrière, plus de leggings de yoga. Juste posture froide et hochement sec. La juge, Madame Élise Martin, est entrée juste après 10h15. Voix ferme, regard clair. Elle n'avait pas l'air de tolérer les bêtises. Je l'ai tout de suite apprécié. Les 30 premières minutes n'étaient que formalité au contexte, déclaration de base, reconnaissance des dépôts précédents. Puis ça a commencé. Quentin s'est levé et a lancé son plaidoyer comme s'il l'avait répété toute la semaine. Madame la juge, nous sommes face à une campagne calculée de Monsieur Moreau pour se présenter comme victime tout en menant une surveillance intrusive, une manipulation psychologique et une intimidation pure et simple. Ma cliente, Sophie Moreau, a subi une négligence affective et des violations de vie privée, culminant en une campagne de diffamation publique qui a gravement impacté sa vie professionnelle et personnelle. Il a continué sur le fait que j'avais posé des dispositifs d'enregistrement, que j'avais forcé notre fils à me soutenir, et que Sophie avait simplement cherché la paix face à une pression psychologique croissante. Je suis resté silencieux, main jointe sur mes genoux. Puis Vincent s'est levé. Si je peux répondre, Madame la juge. Elle a hoché la tête. Monsieur Moreau n'a pas cherché la vengeance. Il a cherché la vérité. Et nous en avons aujourd'hui une montagne. Il a ouvert le classeur et commencé par les relevés bancaires en montrant clairement le compte caché, le nom de jeune fille de Sophie sur les virements, les montants transférés par petites sommes pour ne pas attirer l'attention. 8 mois de détournement, a dit Vincent calmement. Avec intention de dissimuler et réallouer des fonds communs sans accord du conjoint. Puis les mai. Vincent a affiché des extraits sur l'écran, Sophie me qualifiant de « bouche-trou » et décrivant son plan pour « recadrer l'histoire » afin de se poser en partenaire émotionnellement épuisé. Sophie s'est agitée sur son siège. Quentin a recentré sur mon « usage de la force », citant l'incident de l'impasse comme preuve de volatilité. C'est là que Vincent a lancé la vidéo. La salle s'est tue. Image de la caméra de l'impasse Ronan qui s'approche, point levé, moi qui recule, me défend sans jamais attaquer le premier. Puis l'audio de Ronan, après le combat, citant Julien par son nom. La juge Martin s'est penchée en avant. Cela est-il corroboré? Oui, Madame la juge, a répondu Vincent. Monsieur Moreau a remis la vidéo originale et l'audio complet aux forces de l'ordre. Julien Bertrand fait actuellement l'objet d'une enquête. Sophie a tenté de parler, mais Quentin a posé doucement la main sur son bras et s'est relevé. Nous maintenons que cela ne reflète pas un environnement émotionnel sûr pour un enfant. Vincent a hoché la tête. Ce qui nous amène à la déclaration de Lucas. Ma gorge s'est serrée. Lucas avait écrit une lettre à son idée. Vincent l'avait encadré légalement mais s'était assuré que les mots soient ceux de mon fils. La juge a ouvert l'enveloppe scellée et lu en silence. Ses yeux ne couraient pas. Elle absorbait chaque mot. Quand elle a fini, elle a reposé la lettre, joint les mains et m'a regardé droit dans les yeux. Monsieur Moreau, elle a dit, votre fils vous décrit comme la personne qui est toujours là. Il écrit que vous l'aidez pour ses devoirs, que vous faites des promenades quand il est triste, et que vous ne haussez jamais la voix même quand vous êtes contrarié. Il vous appelle ça, personne sûre. Puis elle a regardé Sophie. Madame Moreau, votre conduite montre non seulement un manque de jugement, mais une tromperie préméditée.
vous avez mis en danger le bien-être de votre mari et impliqué votre compagnon dans un acte violent qui a failli devenir criminel. Son maillet a frappé le bois. J'accorde la garde légale et physique exclusive de Lucas Moreau à Antoine Moreau. J'ordonne une interdiction d'approche à l'encontre de Sophie Moreau et Julien Bertrand aux distances minimales de 100 mètres d'Antoine et Lucas Moreau, effective immédiatement. La bouche de Sophie s'est ouverte. Quentin a commencé à ranger ses papiers, son assurance soudain bien ternie. Sophie m'a regardé une fois avant de quitter la salle, juste une fois. Ses yeux étaient écarquillés, pas de colère, mais d'incrédulité. Comme si elle n'avait jamais imaginé que ça puisse finir ainsi. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas souri. J'ai juste pris une longue inspiration, me suis levé et ai pris le classeur. Vincent a posé une main sur mon épaule. Tu as bien fait, il a dit. Lucas a mieux fait, j'ai répondu. Nous sommes sortis dans la lumière des Alpes. Plus froid que je ne le pensais, vif à cette altitude. Mais propre. Même si je n'étais plus dans la salle d'audience, les retombées continuaient à toucher tout le monde. Julien est tombé le premier. Dès que le nom de Renan est apparu dans le procès-verbal, la police a creusé. Il s'est avéré que Julien avait plus qu'un mauvais caractère. Son affaire de coaching avait des problèmes de licence enfouis sous des couches de demi-vérité au matériel enregistré sous des sociétés écrans, documents de sécurité incomplets, trop de transactions en espèces sans reçu clair. Ça n'a pas pris longtemps pour que les adhésions à sa salle s'effondrent. Les parents ont arrêté d'amener leurs enfants. La nouvelle circule vite dans une ville comme la nôtre, surtout avec les forums locaux et les applis d'infos qui vous notifient dès qu'un coach ou patron finit du mauvais côté de la loi. L'accusation d'agression n'a pas aidé. Il a été arrêté 2 semaines après l'audience. J'ai reçu l'appel en rangeant les courses dans le coffre. Léa m'a envoyé une capture de la chaîne locale. Sa photo d'identité judiciaire le faisait paraître plus petit que dans mon souvenir, mâchoire crispée, mais regard fuyant. Pas de blazer, pas de débardeur de gym, juste un t-shirt gris et un avenir en miettes. Sa salle a fermé dans le mois. Licence révoquée. Bail résilié. Page réseaux sociaux désactivée. Sophie n'a pas mieux fini. Après la vidéo de son éclat à l'atelier et la révélation de son implication dans la tentative d'intimidation, les clients ont commencé à se retirer. Le studio qu'elle gérait n'a pas survécu. La propriétaire, une femme plus âgée qu'il avait autrefois encensée, a publié un communiqué sur « un regrettable comportement personnel » et l'a licencié discrètement. Pas de gros titres pour Sophie. Juste l'absence. Elle a arrêté de fréquenter les endroits habituels, cessé de poster sur les forums bien-être, et on a fini par apprendre qu'elle avait déménagé chez une cousine à Valence. Je n'ai pas jubilé. Je n'en ai pas tiré satisfaction. Juste fatigue. Lucas avait des questions. Bien sûr. Pourquoi Julien n'était plus là? Pourquoi maman n'appelait plus? Pourquoi on recevait du courrier des tribunaux et plus de cartes d'anniversaire? Je ne lui ai pas servi de la colère. Je lui ai donné de l'honnêteté adaptée à son âge, mais honnête. Les gens font des choix, mon grand, je lui ai dit un soir en pliant le linge. Parfois ces choix blessent les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête d'être soi. Ça veut juste dire qu'on apprend. Et qu'on continue. Il a hoché la tête, concentré, pliant les chaussettes en paire parfaite. Quand tout s'est tassé, j'ai fait le bilan de ce qui restait. Un garçon de 10 ans avec un esprit vif et un cœur doux. Une petite activité freelance qui payait encore les factures. Et un peu d'argent, un héritage que ma mère m'avait laissé quelques années avant son décès. Ce n'était pas une fortune. Maman avait vécu simplement toute sa vie. Bibliothécaire scolaire pendant plus de 30 ans, elle ne dépensait presque rien pour elle. Mais elle avait laissé à chacun de ses fils un petit pécule, pour quand vous aurez besoin de nouvelles racines, elle avait dit. Je l'avais gardé jusqu'à maintenant. Avec l'aide de Vincent, j'ai trouvé une maison modeste à 15 minutes de l'ancienne. Rien d'extraordinaire, 2 chambres, un jardin clos, une véranda qui grince quand on s'appuie sur la rambarde. Mais elle était à 2 pas de la nouvelle école de Lucas, et la cuisine laissait entrer la lumière du matin qui réchauffait tout. On a emménagé début printemps. Le premier matin, on a mangé des œufs brouillés par terre parce que la table n'était pas encore livrée. Lucas riait chaque fois que je faisais tomber un bout de tartine. On a utilisé des assiettes en carton et du jus d'orange directement à la bouteille. On aurait dit du camping dans sa propre vie. Les jours sont devenus plus calmes.
Lucas s'est lancé dans un club de robotique et y a pris goût comme un poisson dans l'eau. Il rentrait plein d'histoires sur les circuits et les engrenages, demandant si on pouvait acheter des kits pour construire ensemble. On a dégagé la moitié du garage, installé une table pliante, et créé un coin rempli de créations clignotantes et bourdonnantes qui n'avaient de sens que pour nous. On a pris des routines paisibles. Gaufres le samedi. Balade du soir avec les vestes bien fermées. Soirée cinéma avec du pop-corn qui brûlait toujours un peu sur la fin. J'ai appris à lui tresser les cheveux quand ils ont poussé assez pour être attaché à l'école où il m'a fallu 3 essais, mais il m'a fait un pouce levé. Je ne sortais pas. Pas de rencontre. Je n'en avais pas besoin. Il y avait de la guérison dans le silence. Dans le cliquetis du clavier, le ronronnement d'un petit moteur, le rire de Lucas qui résonnait dans le couloir. Parfois je le regardais travailler sur quelque chose tête penchée, langue sortie en concentration et je ressentais un mélange de fierté et de tristesse. Fier qu'il grandisse fort, malgré les décombres. Triste qu'il ait dû le faire. Mais on allait bien. Mieux que bien. On avait de l'espace maintenant. Pas seulement physique, mais émotionnel. De la place pour respirer. Pour grandir. Un soir, je me suis tenu à la fenêtre après le coucher de Lucas. Le ciel était dégagé. Pas de nuages. Juste les étoiles et le bruissement du vent contre la maison. J'ai pensé à maman, à la façon dont elle fredonnait en rangeant les livres, à sa foi tranquille dans les petites joies. J'espérais qu'elle serait fière de notre atterrissage. C'était un mardi quand l'appel est arrivé. J'étais sur le perron, en train d'huiler les gonds de la grille d'entrée, ce genre de petite corvée qu'on oublie jusqu'à ce qu'elle grince. Mon téléphone a vibré dans ma poche arrière au numéro inconnu. D'habitude je laisse sonner, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Monsieur Moreau? Oui. Brigadier Reynaud, police de Valence. Je suis navré de vous informer que Sophie Moreau est décédée tôt ce matin. Nous pensons à une overdose accidentelle médicaments sur ordonnance. Votre numéro était indiqué comme personne à prévenir. Une seconde, le monde ne s'est pas incliné. Il n'a pas déferlé comme une vague. Il s'est juste arrêté. Je me suis appuyé contre le poteau et j'ai regardé la rue tranquille. Comment va Lucas? J'ai demandé, parce que c'était la seule chose qui comptait. Il est à l'école, je me suis répondu à moi-même, toujours au téléphone. Il est en sciences en ce moment, il doit être en train de construire quelque chose. Le brigadier m'a donné les premières démarches. Il y aurait une autopsie. Le médecin légiste me contacterait. Sa cousine était le contact local, mais j'étais toujours indiqué en secours. Elle n'avait pas mis à jour. J'ai raccroché et je suis resté là un moment, regardant le vent pousser un sac plastique sur le trottoir. Plus tard dans la soirée, après le dîner, la vaisselle et les devoirs, je me suis assis avec Lucas. Sans drame, sans long discours. Juste la vérité. Ta maman est partie ce matin, mon grand. Son visage n'a pas bougé d'abord. Il a cligné des yeux, une fois, 2 fois. Puis a regardé le sol. C'était un accident? Oui, j'ai dit. Il pense que oui. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas posé 1000 questions. Il a juste hoché lentement la tête et s'est blotti contre moi. On est resté comme ça longtemps. Les obsèques étaient simples. Sa cousine a tout organisé. Ça s'est passé dans une petite chapelle près de Valence, au bord de la rivière. Une poignée de personnes, familles éloignées, 2 anciennes clientes, une femme que je reconnaissais du studio. Quelques-uns ont pris la parole. Pas de drame. Juste des mots doux, hésitants, sur l'énergie de Sophie, sa foi dans le bien-être, son esprit lumineux des meilleurs jours. Lucas et moi étions assis vers le fond. Il portait sa plus belle chemise et les chaussures qu'on avait achetées le mois précédent pour son exposition robotique. Il était droit, mains jointes sur les genoux, silencieux. Après, on est passé devant le cercueil ensemble. Il s'est arrêté, a regardé, et a murmuré quelque chose que je n'ai pas saisi. Dehors, je lui ai demandé doucement, « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Il a haussé les épaules. Que je lui pardonne. J'ai attendu. Pas pour ce qu'elle a fait, il a ajouté, mais pour ce qu'elle a dû ressentir. Cette phrase m'a ouvert quelque chose en deux. On n'a presque pas parlé sur le trajet retour. Juste le bruit de la route et le ronronnement des pneus. Mais dans ce silence, quelque chose s'est posé. Pas une conclusion. Une paix.
La vie a continué, parce qu'elle continue toujours. Je suis reparti dans le travail freelance pas à temps plein, pas la pression d'avant, mais assez pour rester affûté. Petit contrat. Correction de bugs. Audit de code. Je bossais de la table de cuisine, ou de la terrasse quand le soleil était là. Lucas s'est jeté à corps perdu dans la robotique. Il a été accepté dans un programme compétitif après l'école gérée par une université locale. Tous les mardis et jeudis, on traversait la ville, et je patientais dans le hall où faisait des courses pendant qu'il construisait des machines capables de ramasser des billes ou de naviguer dans de petits labyrinthes en bois. Il est devenu bon. Vraiment bon. Un soir, il a ramené un projet ou une main robotique avec articulation en caoutchouc et tendons en fil de pêche. Je l'ai faite pour imiter mes mouvements, il a expliqué en montrant avec un petit gant qui envoyait des signaux aux doigts. Comme une main d'aide pour les gens qui ont perdu la leur. Je l'ai regardé et j'ai vu l'avenir, pas seulement le sien, mais le nôtre. On a arrêté de parler de Sophie. Pas parce qu'on oubliait, mais parce qu'on avait déjà dit ce qu'il fallait. Son nom revenait parfois au souvenir calme, petite blague sur ses smoothies improbables, la façon dont elle fredonnait en pliant les serviettes. On ne la portait plus comme une blessure. On la portait comme une ombre qui était passée. Certains jours étaient encore durs. Le deuil n'est pas une ligne droite. C'est un chemin sinueux, plein de virages non signalés et de creux soudains. Mais on le prenait pas à pas. Un matin, 6 mois plus tard environ, j'ai trouvé Lucas sur la terrasse avec un carnet et un mug rempli de jus de pomme. « Tu fais quoi ?» j'ai demandé. « Un prototype de drone qui suit des motifs lumineux », il a dit, yeux rivés sur son croquis. « Genre si tu clignotes un signal, il vient vers toi. » Un peu comme pour les secours. Je me suis assis à côté de lui. Le soleil se levait, le ciel rose et or au-dessus des toits. « Tu as déjà pensé à ce que tu veux faire avec tout ça ?» j'ai demandé. Il a hoché la tête. « Je veux construire des choses qui aident les gens. » J'ai souri. « Tu le fais déjà. » Ce soir-là, j'ai fouillé une vieille boîte dans le placard. J'y ai trouvé un des carnets de maman, ceux où elle notait des remarques sur ses élèves, ses poèmes préférés, des listes de courses au hasard. Sur la page de garde, elle avait écrit de son écriture soignée. Même dans une terre brisée, les racines solides poussent. Je l'ai recopié sur un post-it et je l'ai collé sur le frigo. Parce que c'est ce qu'on était devenus. Pas des gens brisés. Juste deux mains dans la terre, en train de planter de nouvelles graines. Chaque jour, on ajoutait un peu plus de lumière. Un peu plus de rire. Un peu plus de foi que les pires choses n'avaient pas besoin de nous définir. Juste de nous apprendre à mieux construire. Ensemble. Partagez votre opinion dans les commentaires, le héros avait-il moralement raison d'étudier les traces numériques, même si cela était justifié d'un point de vue juridique? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et mettez un « j'aime ».